Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette Afrique sur la chaîne africaine de télévision. Nous sommes très heureux donc de vous savoir nombreux et nombreuses à regarder ce numéro en direct. Et nous sommes le dimanche 25 septembre 2022. Nous passerons au pays fin certains faits ayant marqué l'actualité au Burkina Faso. Il s'agit particulièrement dans un premier temps de la CENI qui est contenue au mouvement du peuple pour le progrès, l'ancien parti au pouvoir où 116 militants ont claqué la porte avec des militants pas les moindres. On peut citer entre autres Bachir Ismaïla Ouedraogo, l'ancien ministre de l'Énergie, et Alpha Bari, l'ancien ministre des Affaires étrangères. Eh bien, nos chroniqueurs nous feront le plaisir en tout cas de commenter cette actualité. Et puis, 3 procès en une semaine. Il s'agit particulièrement du procès Kamao. Le procureur du Faso l'a condamné à 6 mois, assorti donc de 3 mois de prison ferme. Nous évoquerons ce sujet ici à l'émission. Et puis, le procès d'Abouboukari, où le général Gilbert Genguéré a été condamné à 20 ans de prison. Et puis, vous le savez également, le procès Ousmane Guiro, lui, a été renvoyé. Ses avocats demandent à ce que les cantines saisies en 2011 se retrouvent à la barre pour que le procès puisse se poursuivre. Et puis, le président du Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, était à la tribune de la 77e Assemblée générale des Nations Unies. Décryptage de son discours avec nos invités sur ce plateau. Voici donc, mesdames, messieurs, le menu du jour à cette émission. Et pour en parler, nous avons à l'extrême gauche M. Abraham Badolo. M. Badolo est le président de l'ADP. M. Badolo, bonjour. Bonjour et bonjour à tous les téléspectateurs de la télévision LCA. Nous a rejoint après quelques temps d'absence M. Marcel Tankwano. Il est le président du M21. M. Tankwano, bonjour et bienvenue. Bonjour, Monsieur Salif. Je suis très fier et content d'être parmi vous ce matin. Nous avons également d'autres invités. À l'extrême droite, M. Abdul Karim Baguian Dilota, observateur. Il est là donc avec nous ce matin pour opiner sur les sujets. M. Baguian, bonjour. Bonjour, M. Kaboré. Bonjour à mes co-chroniqueurs. Bonjour à l'ensemble des Burkinabés. Également sur ce plateau, M. Damien Raphaël Nikeba. Il est observateur, journaliste et indépendant. M. Nikeba, bonjour et merci d'être venu. Bonjour Salif Kaboré, bonjour à tout le monde et bonjour à tous ceux qui nous font l'amitié de nous suivre. Et juste à côté, monsieur le docteur Maxime Kaboré, alors indépendant, le président du parti pour l'indépendance, le président du PIB. Il est là avec nous ce matin. Docteur, bonjour et bienvenue. Bonjour et je salue tous les téléspectateurs. Allez, mesdames, messieurs, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Premier sujet, donc, au milieu de ce numéro, la CENI, qui continue au mouvement du peuple pour le progrès. Alassane Bala Sakandé, l'actuel président, a du mal à contrôler le navire. 116 militants viennent de quitter le navire MPP. Alors, qu'est-ce qui se passe au mouvement du peuple pour le progrès? Première question adressée à M. Abdul Karim Baguian Dilota. Ok, je vous remercie, M. Kaboré, mais là, je dirais qu'une fois de plus, la nature est en train de donner une très belle leçon à l'ensemble des Burkinabés, et plus précisément ceux-là qui se sont engagés en politique ou bien dans les mouvements associatifs. Pourquoi je dis cela? Vous savez, tout corps qui a été conçu dans le mensonge, dans la malhonnêteté et surtout dans l'hypocrisie, ne peut qu'avoir une fin comme l'a fait du MPP. Vous savez que le MPP a été créé en 2014, après que les 3 caciques, je vais parler du président l'ancien président Roch Kaboré, Simon Komporé et le feu Salifou Diallo, qui ont claqué la porte et qui ont jugé bon de tenir tête à leur faiseur d'hier et à leur patron d'hier. Et c'est à l'issue de cela que le parti avait été créé en 2014, en avril, si je ne m'abuse. Donc, il était normal que ce que le parti vit aujourd'hui puisse se produire. Parce que, comme je vous l'ai dit, on crée un parti sur la base de l'idéal, sur la base de la conviction et sur la base de l'intelligence. Mais ce qui se passe au MPP, permettez-moi de le dire, mais avant tout propos, permettez-moi de présenter toute ma compassion à M. Bala Sakandé, parce que ce n'est pas facile d'être à sa place présentement. Vous savez qu'actuellement, il porte la chemise, mais il ne détient pas les poches, parce qu'actuellement, je pense que le MPP est devenu une coquille vide. Et pour continuer, voilà mon analyse, je tenterai de le dire, je disais tantôt qu'on crée un parti sur la base de l'idéal. Comment est-ce que le MPP a été créé? Le MPP a été créé sur 3 points
de motivation. Voici ce qui a motivé la création du MPP. Le premier point, le MPP avait été créé pour tenir tête à leur patron d'hier, à leur fusée d'hier. Et le deuxième point de motivation pour la création du MPP, le MPP avait été créé pour instaurer la médiocrité et l'irresponsabilité au Burkinabé. Le dernier et troisième point, ce qui a motivé la création du MPP, le MPP avait été créé pour faire des règlements de compte et créer la haine et la division au sein du Burkina Faso. Donc aujourd'hui, il est tout à fait normal que, comme certains aiment le dire, qu'il faut étaler l'habit où il y a le soleil. Tout le monde est témoin, l'opinion nationale et internationale est témoin aujourd'hui que le soleil du MPP est éteint. Donc du moment où le MPP était composé des situationnistes, des opportunistes et des hommes d'affaires, il n'y a plus d'affaires et d'opportunités au MPP. Donc il est tout à fait normal qu'il y ait des militants qui n'étaient pas convaincus et qu'ils puissent plier leurs bagages et aller chercher un soleil ailleurs pour étaler leurs habits. Donc c'est de vous dire que, et tous ceux qui pensent que la politique il est conçu sur la base du mensonge, je vous dis que c'est archi faux. Nous avons eu des partis au Burkina Faso qui ont subi plus que ce que l'MPP a subi, mais ils ont toujours remué ciel et terre pour pouvoir contenir et maintenir leur parti. D'accord. Vous voyez qu'il y a, après seulement 8 mois de cela, le MPP est en train de partir à lambeaux. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est ainsi la vie. Hein. Ils n'ont qu'à prendre leur mal en passant. Peut-être que dans les années à venir, comme le dirait l'autre, il y a un ministre du MPP qui avait dit que pour avoir le pouvoir d'État, il fallait, dans 100 ans, il fallait être au MPP. Et je pense que cette personne-là s'est rendue compte après qu'il a commis une erreur. Donc, je pense qu'il faut attendre aussi 100 ans pour que le MPP puisse renaître de ses cendres. Monsieur Damir Raphaël Nikema, votre analyse? Bon, je crois que il fallait s'y attendre. Et de mon point de vue, ils ont quand même assez bien résisté pour que l'éclatement ait lieu. Parce qu'en réalité, le MPP, c'était pas un parti, c'était un agglomérat de points de vue divergents, d'acteurs dont les idéologies sont différentes. Parce que le MPP, pour dire vrai, ne tenait qu'à une ficelle qui est la personne de Feu Salif Diallo, paix à son âme. Parce que c'est lui l'idéologue du MPP, c'est lui qui a créé le MPP. Et il se dit que au dernier voyage qu'il n'a pas vu revenir, il devait revenir faire le toilettage dans la maison. Voilà. Il devait revenir vraiment balayer la maison parce que la maison était pleine d'opportunistes. Donc c'est pour dire que Salif Diallo n'étant plus, alors le chef, le leader qui était le président Roch Marc Christian Kaboré, n'a pas su incarner ce leader-là pour impulser l'idéologie MPP au sein de ce rassemblement. Moi, je dis que le MPP, c'était un rassemblement, un agglomérat d'aventuriers, si vous me permettez le terme, aux dessins divergents. La preuve est que, avant même que Roch ne soit libéré, certains avaient déjà commencé à prendre la tangente. Voilà. Donc, de mon point de vue, cet éclatement arrive un peu tard, hein, un peu tard parce que c'était une cooptation de personnes, d'hommes d'affaires, comme l'a dit mon voisin tout à l'heure. C'est malheureux, il faut le dire, c'était pas un parti. Et malheureusement, le chef de l'État à l'époque n'a pas su incarner ce leader pour éduquer, pour inculquer l'idéologie MPP. Et l'idéologie MPP n'existait même pas puisqu'elle est partie avec le décès de Salif Diallo. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Nikema. Alors, docteur Maxime Kaboré, vous êtes quand même un homme du Sérail. Vous êtes un président de parti. Comment on peut expliquer une telle situation? Vous savez, quand on crée un parti, c'est pour la conquête du pouvoir d'État. Et quand on a déjà été pendant très longtemps dans un pouvoir, puisque la plupart des caciques, n'est-ce pas, du MPP étaient déjà aussi dans le CDP, c'est des gens aussi qui sont aussi responsables, n'est-ce pas, des critiques qui ont été émises contre l'ancien pouvoir. On a cru qu'il y aurait vraiment un changement, on pensait vraiment qu'il y aurait vraiment une réelle remise en cause, et avec l'expérience que ces gens avaient du pouvoir d'État, on pouvait espérer vraiment un mieux pour le peuple. Mais on s'est rendu compte que vite fait, les travers du passé ont repris surface, et
on a constaté une forme d'arrogance, une forme de suffisance, une forme de toute-puissance, par moments même déjà un mépris par rapport aux autres partis. Et cela ne peut pas perdurer. Et vous avez bien vu qu'il n'y avait pas beaucoup de gens convaincus au sein du MPP. C'était des situationnistes, des gens qui sont venus et qui avaient leur passé de frustrés. Parce que n'eût été, n'est-ce pas, cette, je dirais, éviction de certains classiques, je pense que certains seraient restés au CDP avec les avantages qu'ils avaient. Et quand on a perdu les avantages, tout d'un coup, le président Blaise Compaoré, qui était le mentor, est devenu subitement, je dirais, le diable. Et quelqu'un a dit, on a été super de diable, mais avec de longues fourchettes. Mais moi, le diable n'invite pas à sa table, n'est-ce pas, des anges. Il invite à sa table des démons. Donc, il y a des fois, on dit qu'il vaut mieux avoir affaire au diable qu'à ses démons. Et je crois que les démons ont ressurgi depuis donc, la mort du docteur Salif Diallo. On a bien vu effectivement que la maison MPP tanguait et les gens n'ont pas pris la mesure des attentes de la population. Parce que c'est clair que la population ne voulait plus voir les mêmes travails du passé. Mais ils ont continué toujours à agir et malgré, n'est-ce pas, cette remise en cause, n'est-ce pas, entre guillemets, cette envie de repentance, voilà, on a bien vu que ces gens avaient toujours l'état du passé et par rapport à la population, quand ils ont pris le pouvoir d'État, les gens ont beaucoup espéré. Mais on s'est vite rendu compte que non, beaucoup sont venus pour se servir et non pas pour servir le peuple. Ils sont restés là et on a bien vu dans l'attitude de certains cette façon de se comporter. Quand ils parlent, c'est avec vraiment un manque d'humilité. Et l'orgueil prêchait la chute. L'humilité prêchait la gloire. Et quand on est dans cette logique de vouloir penser qu'on est arrivé, je crois que tout pouvoir vient de Dieu. Moi, je suis convaincu, et si Dieu nous donne la chance de pouvoir gérer le pouvoir d'État, on doit le faire avec humilité, avec respect, et surtout nous souvenir que nous ne sommes que des serviteurs et que le pays va au-delà. Malheureusement, les intérêts personnels ont pris le dessus sur, en tout cas, l'intérêt général, et ce qui devait arriver. Voilà, aujourd'hui, quand on voit que les gens n'ont plus leur intérêt, puisque les convictions étaient là, les gens ont vite pris soin, n'est-ce pas, de partir et d'aller encore. Moi, je dis au peuple, soyez vigilants. Ne pas vous laisser duper par des loups déguisés en agneaux. Il faut être assez lucide pour ne pas se laisser embarquer encore dans des combats qui ne sont pas les combats du peuple. Mais alors, M. Marcel Tankwano? Merci. Vous me permettrez, avant de répondre à votre question, de m'incliner devant la mémoire des militaires qui sont malheureusement tombés encore hier dans notre pays. C'est dans la région de l'Est, plus précisément dans la province de la Tapua. Dans la province de la Tapua, donc dans ma commune même qui est Kanchari. C'est Kanchari, Sakwani, ça fait environ une vingtaine de kilomètres. Donc il y avait une patrouille de militaires et de VDP, mais malheureusement qui ont été piégés par ceux qui ont soif du sang. Donc malheureusement, nous avons eu encore 4 militaires qui sont tombés et 2 VDP qui sont également tombés et des blessés. Je pense qu'à l'heure où nous sommes là, il y a des opérations en cours pour rattraper tout cela. Et cela nous rappelle que nous sommes toujours en guerre et que cette guerre n'est pas prête à finir. Mais dans tous les cas, il faut retenir une seule chose. Des gens vont tomber, des hommes vont tomber, mais le Burkina va rester le Burkina. On va récupérer notre pays, quoi qu'il arrive. Oui, le Burkina va rester debout. Allez-y, monsieur Marcel. Devant leur mémoire, je m'incline. Je voudrais donc revenir sur votre question, la question du MPP. Avec les démissions. Mes prédécesseurs l'ont dit, l'ont dépeint. Je ne sais pas ce que je vais dire après ce que l'autre a dit, après ce que M. Nikiema a dit, après ce que le docteur a dit. Malheureusement, ce qu'ils ont dit, c'est exact. Le MPP n'a jamais été un parti politique organisé, non. Le MPP, c'est le mouvement du peuple pour le progrès. C'est un mouvement. La seule personne qui détenait le MPP était Salif Diallo. C'est la boîte noire
du MPP. C'est Salif Diallo qui a créé le MPP. Je vais juste vous raconter ce qui s'était passé bien avant. Salif Diallo, en 2006-2007, quand il quittait le gouvernement de Tertu Zongo, a été envoyé à Vienne, en Autriche, donc pour être l'ambassadeur. 2 ans après, il avait condamné le régime du président Blaise Compaoré parce que pour lui, il y avait la patrimonialisation du pouvoir. Donc un journal s'était déplacé donc pour lui faire une grande interview. Alors, séance tenante, immédiatement, à l'époque, c'est le président Roch-Marc Christian Kaboré qui était le président du CDP. Donc, Salif Diallo a été convoqué d'Arda. Il est revenu et il a été entendu, auditionné et presque radié donc, du CDP. Donc, à partir de cette date que Salif Diallo a créé son parti, le MPP déjà. Il avait déjà son parti politique dans la poche. Combien d'années après, donc, le régime de Blaise Compaoré chute, Salif Diallo, avec ses camarades, claque la porte, donc, le 4 janvier 2014, avec d'autres militants qui avaient déjà claqué la porte. Et donc, ce qui devrait arriver, arriva. C'est-à-dire l'insurrection arrivée, et après l'insurrection en 2015, nous sommes allés aux élections où le MPP est sorti victorieux. C'est pour dire tout simplement que, quand vous regardez le MPP, c'était comme un cocktail Molotov. C'est-à-dire, vous voyez, le cocktail Molotov, il y a plusieurs choses qu'on met ensemble pour obtenir une explosion. Donc, le MPP n'a jamais été un parti politique. Malheureusement, comme M. Nkema l'a dit, la boîte noire était Salif Diallo qui savait ce qu'il fallait mettre dans ce parti. Il a dit que Roch-Marc Christian Kaboré n'a pas su gérer. En fait, ce n'est pas qu'il n'a pas su, il ne connaît pas le président Roch. Il ne connaît pas. Le président Roch, n'étant pas un travailleur, ne peut pas savoir qu'est-ce qu'on met dans un parti politique, mais qui a bénéficié des appuis donc, de Blaise Compaoré à l'époque. C'était les grands hommes, mais fabriqués par Blaise Compaoré. Et donc, le seul qui sait que c'est qu'on met comme idéologie dans un parti politique demeure encore Salif Diallo. Salif Compaoré, en dehors des querelles et autres, il est un peu limité dans sa façon de faire la politique. Et donc, il est clair que le MPP va continuer à saigner parce que tout simplement, il n'y a plus rien. Vous avez cité ici ceux qui sont partis des barons. Ce n'est pas des barons. Quand vous avez cité l'ancien ministre Béchir, Ismaël Ouedraogo, vous avez cité Alpha Bari, ce n'est pas des hommes politiques. Ce n'est pas des hommes politiques. C'est des affairistes qui ont eu, à un moment donné, des hommes qui étaient à un niveau et ils ont été placés. Sinon, en réalité, aujourd'hui, c'est connu. Comme l'autre l'a dit, aujourd'hui, c'est clair que le MPP est mort de sa belle mort. Mais malheureusement, pour Bala Sakandé, mal en pris, puisqu'il pensait que c'était le dauphin constitutionnel à un moment donné. C'est difficile de le dire, c'est malheureux pour eux. Mais c'est aussi ça. C'est pourquoi nous disons, il faut un toilettage. Parce qu'on ne vient pas en politique juste pour faire les affaires. Pour nous, la politique, c'est d'abord une idéologie. Et même s'il n'y a pas de l'idéologie, qu'on aille vers une solidarité et tout ce qui peut sauver et aider. D'accord. Mais qu'on ne vienne pas pour en faire des affaires. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Ça veut dire que tout simplement, il n'y avait que, à l'intérieur du MPP, il n'y avait que des indécis, des curieux, des opportunistes, des acabis pour s'accaparer des biens donc, du pouvoir. Donc aujourd'hui, nous, en tant que jeunes, nous devons les regarder parce qu'ils ont des noms. Donc ils sont connus. De là où ils vont atterrir avec leurs balichons, nous les surveillons. Dans tous les cas, le peuple du Burkina Faso ne va plus jamais se laisser duper. D'accord, merci pour l'analyse. Alors, monsieur Abraham Badolo, quelle est votre analyse? Vous avez un autre regard? Non, pas du tout. En fait, c'était prévisible. C'était très préparé. Quand vous regardez un peu, moi je dirais que c'est une très belle leçon pour la jeunesse du Burkina Faso. Ça montre une fois de plus que nous avons encore du chemin à faire. C'est-à-dire que les gens s'engagent en politique, pas pour leurs convictions, mais pour leurs intérêts personnels. Et toutes ces démissions au sein du MPP ou même des autres partis démontrent cela en réalité. Et mon inquiétude ici est que, malgré tout cela, si le peuple ne se réveille pas, ne serait pas étonné que ces gens créent leur parti ou se retrouvent dans d'autres partis pour encore rebeloter. Parce que c'est ce que nous constatons.
et les gens viennent, ils profitent du pouvoir. Quand ça tombe, ils changent de camp. Ils se reconstituent pour revenir encore aux affaires avec encore l'appui de ce même peuple. Donc je dirais ce qu'il faut ici, c'est que la population elle-même se conscientise. La population de Burkina doit avoir le courage de faire un bilan profond pour en tirer les leçons de tout ce que le Burkina Faso a toujours vécu. Parce qu'ici, il ne sert à rien, parce que Marcel Tankonon dit que nous restons vigilants. Nous restons vigilants par rapport à quoi? Au Burkina Faso, ici, les gens n'ont jamais été élus par la vision de leur programme. Les gens sont toujours élus parce qu'ils arrivent quand même à accumuler de l'argent avec les différents pouvoirs et à acheter les différentes consciences. Donc, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est une sensibilisation, une rétrospection du peuple même en réalité. Il faudrait que le peuple burkinabé sache ce qu'il veut réellement. Sinon, pour moi, ça ne sert à rien. Ils ont démissionné. C'est vrai que toutes ces personnes qui ont démissionné ont profité des largesses du pouvoir du MPP. Ça n'a même pas commencé au MPP. Ça a commencé avec le CDP. Quand le président Blaise Compaoré est tombé, nous avons vécu ces mêmes scènes. Des gens ont démissionné pour se retrouver dans la soupe avec le MPP. Le MPP est tombé. Ce n'était pas une surprise pour les plus avertis. On savait encore que des gens encore allaient démissionner pour se retrouver dans d'autres partis, pour pouvoir rébelloter encore, revenir encore du peuple et profiter encore des largesses du futur pouvoir. Donc ici, ce n'est pas étonnant. Moi, j'appelle à la responsabilité du peuple. Il faut que nous soyons très regardants. Parce que ne soyez pas étonnés que demain encore, ces gens utilisent l'argent qu'ils ont amassé pendant le régime du ROC pour se faire réélire dans des postes de députation, de maire, ou même se retrouver dans d'autres gouvernements. Parce que vous savez que la politique n'a pas de morale. Et vous allez voir que les gens vont se retrouver encore, après la transition, dans des jeux d'alliance, où des gens vont négocier certaines choses souterrainement, et après, on va les revoir encore à la lumière. Donc moi, je dirais ici, c'est vraiment dommage et déplorable pour l'exemple négatif qu'il donne vraiment à la jeunesse burkinabé. On se rend compte que nos politiciens n'ont vraiment pas de morale ni de conviction. Ils sont juste là pour leurs intérêts personnels. Et quand il n'y a plus d'intérêt, quand il n'y a plus de la viande dans la soupe, chacun se démerde pour se retrouver ailleurs. Et c'est vraiment regrettable. Ici, ce qu'il faut, c'est d'ores et déjà conscientiser la population, que la population elle-même fasse son bilan intérieur pour ne plus jamais retomber dans de telles situations déplorables. Allez, très rapidement, quelques réactions. On ne va pas s'étaler. Monsieur Niké Malaisie. Abondant dans le même sens que Abraham, je crois qu'au-delà de la population, il faut que l'État de droit sévisse au niveau de la réglementation des partis politiques. Alors, de mon point de vue, ce qui se passe, il faut qu'on des textes puissent bien entourer la politique. Qui adhère à un parti politique, qu'est-ce que c'est qu'un parti politique? Qui adhère à un parti politique? Comment on quitte un parti politique? Normalement, le comment quitter un parti politique ne devrait pas se poser. Alors, je veux dire, vous voyez, on est RDA et on meurt RDA. Ouais. On est CDP et on meurt CDP. Regardez l'aile historique du CDP. Les idéologues sont là-bas du CDP. Et je veux parler de Achille Tapsoba, ça n'engage que moi. Mais sur les plateaux, à l'époque, il n'y avait que M. Tapsoba pour défendre l'idéologie CDP, avec les arguments qu'il faut. Et aujourd'hui, il va mourir CDP. Ça, c'est un politicien. Alors, Sankaris, l'idéal Sankaris aussi, c'est la même chose. On est Sankaris et on meurt Sankaris. Je ne veux pas parler des Sankaris dont nous parlons actuellement. Parce qu'un Sankaris, c'est le Burkinabé qui travaille pour le pays dans la souffrance, qui renonce à tout. Il ne veut pas la corruption. Il n'est pas dans la magouille. Ces fonctionnaires existent, qui font honnêtement leur travail et qui descendent le soir, qui démarrent leur moto pourrie pour rentrer à la maison parce que ce sont des fonctionnaires honnêtes. Eux, ce sont des Sankaris. Ils vont mourir Sankaris parce que Sankara les a convaincus que c'est comme ça qu'il faut servir le pays. S'il y avait un parti Sankaris, on meurt Sankaris de cette façon. De la même manière, on meurt parents. On meurt parents. Et Laurent Gbagbo, il ne s'est jamais compromis de manière, en naviguant de parti à parti. Donc moi, je proposerais qu'il puisse avoir des textes qui amènent les gens à mourir dans le parti politique où ils sont allés se faire enrôler. C'est parce que c'est trop facile après
en une année, de traverser 3 partis politiques? Où est ta conviction? Où est ton honnêteté? Où est ton intégrité? Mais c'est de ça qu'il s'agit. Parce que la politique aujourd'hui, quoi qu'on le veuille ou pas, c'est la politique qui nous régit. Tout est politique. Donc, définissons bien la politique pour que celui qui est MPP meure MPP. Celui qui est sankariste meurt sankariste. Celui qui est ADF, RDA meurt ADF, RDA. Et vous allez voir que le milieu sera assaini. Alors, on a un exemple ici. Hein. Lui, il est président de parti politique. Il est, Docteur Kaboré, vous allez mourir PIB. C'est ça? Mais vous savez, moi, je fais la politique par conviction. Je ne suis pas alimentaire. Vous savez, je suis un cadre. Et je ne suis pas venu en politique pour avoir des avantages quelconques. Hein. Vous avez bien vu, jusqu'à présent. Moi, je ne traîne pas les casseroles. J'ai toujours apporté ma contribution. J'ai beaucoup apporté à ce pays. Et je ne le fais par conviction. Mais quand notre ami Abraham dit qu'il faut que le peuple se réveille, tout ça, il faut encore que les gens aient accès, n'est-ce pas, aux informations, que les gens puissent vraiment avoir l'éveil de conscience quand les gens sont dans la précarité. Et c'est fait, n'est-ce pas, dans le but de les maintenir dans la précarité, pour créer la dépendance. Voilà, on essaie d'affamer les gens pour qu'ils soient toujours, n'est-ce pas, dans une situation d'urgence. Ils sont incapables de réfléchir. Moi, j'étais candidat à l'élection de 2010. J'ai fait un programme. Mais combien de gens ont lu mon programme? C'était Osons le changement. J'étais le premier à le dire. Les gens ont tenté, mais est-ce que les gens ont lu? Face à Blaise Compaoré, hein. Mais bien sûr, mais écoutez, moi, je suis pas, vous savez, je ne suis pas manipulé. Je suis un amiral. Je ne suis pas dans des combines. Et on fait la politique par conviction. Et pour abonder dans ce sens aussi, il faudrait effectivement que l'on voit si les gens veulent gérer un parti politique et ne peuvent même pas gérer leur quotidien. Ils sont tout le temps là, aller, n'est-ce pas, demander de gauche à droite des bons d'essence, et vous faire allégeance, où ils reçoivent 200 000 francs pour aller faire une conférence de presse, où ils sont là en train de faire un vrai délire là, et après ça, ils ont même du mal à mettre, n'est-ce pas, de l'essence dans leur moto. Non, moi je crois qu'il faut vraiment être sérieux. La politique, c'est pas la blague, c'est un métier, c'est clair. Maintenant, métier dans le sens, je dis qu'une vocation de servir le peuple, c'est s'occuper des affaires de la cité. C'est ça la politique. Maintenant, si on en fait maintenant un business, si on en fait un endroit pour des passe-droits ou bien un raccourci pour avoir accès à des postes, et on voit bien que ces gens n'ont vraiment pas à cœur la population. Je dirais que simplement, il faut sensibiliser la population, il faut l'éducation. Voilà que je me suis investi dans l'éducation. C'est pour cette raison, parce que je trouve que quelqu'un qui n'est pas éveillé aux enjeux ne peut pas comprendre. On parle, c'est comme c'est du chinois. Vous se dites, mais bien sûr, les gars, j'ai été faire la campagne à Djebougou en 2010. Il y a un vieux là qui m'a dit, vous savez ce que vous dites là, c'est vraiment important, c'est bien, mais c'est le moyen et le long terme. Moi j'ai faim aujourd'hui. Je fais comment? J'ai dit, mais si c'est la fin là, il faut d'abord attendre Blaise Compaoré qui va venir, il va s'occuper de votre ventre, et moi je vais venir parler à votre tête. Parce que c'est eux qui ont le pouvoir d'État, ils ont les moyens, ils ont tout, ils ont accompagné. Et comme aujourd'hui, on va dire bien sûr, les hommes politiques, il a donné un exemple, et je voudrais quand même terminer sur ça, parce que je suis un homme politique là. Oui. On va dire bien sûr, les gens ils vont dans les élections, ils ne sont pas élus, il faut les supprimer. Vous savez, ce n'est pas ceux qui ont des idées qui sont dévalorisés. Ce sont ceux qui ont les moyens, qui sont là, qui vont toujours continuer à mettre la population dans une situation de précarité, et on distribue l'argent, et les gens se disent, mais bien sûr, comme ils ont déjà assez volé, et qu'ils nous donnent, ils ne vont plus avoir envie de voler quand ils vont avoir le pouvoir. Donc autant qu'on aille vers eux. Mais ceux-là qui viennent là, c'est de nouveaux voleurs. Ils sont... Alors que non, je crois que quelque part, il faut aller voter parce qu'on sait pour qui on vote. On connaît l'idéologie et comme il a si bien dit, effectivement, il faut que les gens s'engagent par conviction. Malheureusement, le pouvoir de l'argent, ils ont tellement corrompu, n'est-ce pas, la population. Ils ont donné l'argent aux uns et aux autres là. La population n'a pas accès au savoir. Et en Europe, par exemple, la politique, ça ne viendra pas à l'esprit, n'est-ce pas, de commencer à vouloir corrompre les gens par les gadgets, tout ça, mais tu vas te faire laminer. Mais ici, au Burkina, quand tu arrives, la première chose avant de dire, te donner tes idées, t-shirt bien mis, casquette bien mis, on va commencer à dire, ah, il veut tout ça là. Ah, président, on a faim, on a soif, et c'est ça, quand tu te donnes à boire, mais l'eau coule, n'est-ce pas, sur la boue, pour dire qu'il faut le mettre là à manger. Mais quand c'est comme ça, et c'est de ta poche que tu sors pour le faire, mais ça devient compliqué.
Tu ne peux pas chanter tout le monde. D'accord. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, monsieur Maxime, docteur Maxime Kaboré. Alors, pour justement illustrer, hein, franchement, il investit dans le social. J'ai été en Belgique, à Liège, où vous êtes. Je suis arrivé, j'ai vu effectivement les réalisations que vous avez faites. Un immeuble R+2 où vous prenez en charge les malades mentaux belges. En tout cas, c'est une belle œuvre, il faut franchement le relever. Alors, monsieur Abdou Karim Baria du Lota, oui. Voilà, sincèrement, j'adhère les dires de mes prédécesseurs, mais là, j'ajouterai en disant que, vous savez, actuellement au Burkina Faso, la politique est devenue un rapport de force. Et aujourd'hui, le Burkina Faso regorge de 80% de jeunes. Et aujourd'hui, ce qu'il y a lieu de faire, et ce qu'on doit interpeller aujourd'hui, c'est nous, la jeunesse. La majeure partie de ceux qui passent leur temps à critiquer sur les réseaux sociaux, dans les grains de thé, dans leur chambre conjugale, et la majorité, c'est des jeunes. Mais c'est quel jeune intellectuel aujourd'hui qui veut s'affirmer, qui veut s'engager en politique, qui veut s'engager dans un mouvement associatif, ou bien qui veut être un jeune engagé pour contribuer au développement et à la gouvernance de son pays? Il n'y en a pas, ça n'existe pas. C'est bien vrai que nous qui avons la chance de passer sur les plateaux, faire des analyses, voilà, apporter notre tous, c'est bien vrai qu'à tout moment, nous avons prôné la rupture générationnelle. Mais aujourd'hui, je vois que le vrai problème là, ce n'est plus l'ancienne génération. C'est en partie nous les jeunes. C'est-à-dire au Burkina Faso aujourd'hui, la jeunesse burkinabé a échoué sur toute la ligne. Parce que tout ce qui se passe actuellement là, c'est la jeunesse qu'on utilise. Même ce que le docteur vient d'énumérer tout de suite. Lors des campagnes, la dernière fois, lors de notre émission, je m'excuse de le venir sur ça, quand le jeune qui avait représenté les étudiants, je lui ai dit, les mêmes étudiants qui ont toujours prôné la justice pour Boukari Dabo là, ce sont les mêmes étudiants que les partis politiques utilisent à coup de billets pour qu'ils viennent remplir les salles pour leur activité politique. C'est de ça qu'il est question. Et aujourd'hui, la jeunesse burkinabé ne s'assume pas. Normalement, on devait être capable, nous qui sommes issus de la nouvelle génération là, d'imposer un chef d'État, d'imposer une forme de gouvernance. Mais aujourd'hui, vous allez voir que chacun va passer son temps dans sa chambre conjugale avec sa petite chérie pour critiquer le président Damiba, critiquer Badolo, critiquer Lota. C'est quelle action il mène sur le terrain. Donc je pense qu'à l'heure où nous sommes aujourd'hui, il est temps que la jeunesse burkinabé s'assume et s'affirme. C'est le moment à jamais. Merci beaucoup. Alors, M. Tankono, rapidement, on va passer à un autre sujet. Non, je conclue pour dire que ce qu'ils ont dit là, c'est la vérité, c'est la réalité. Parce que quand vous avez vu la débandade au sein du MPP aujourd'hui, ça veut tout dire. Voilà, ça veut dire qu'on vient en politique parce qu'on veut contribuer à quelque chose. Mais on ne vient pas en politique pour s'enrichir. Malheureusement, c'est ce qu'on n'arrive pas à faire la différence. N'arrive pas à faire la différence. Je donne un exemple. Par exemple, quand vous prenez la Côte d'Ivoire où on regarde par exemple un monsieur comme Laurent Gbagbo, par exemple, qui a fait l'opposition réelle, jusqu'à prendre le pouvoir. Mais au Burkina, vous n'en trouverez pas. Parce que les gens ne peuvent pas rester, comme on dit, constants. Parce que le docteur l'a dit ici, c'est le problème pécunier. C'est-à-dire qu'il faut avoir les moyens, c'est ça. Tant qu'on mettra l'argent devant, ben, les gens vont partir dans tous les sens. Parce qu'on ne croit en rien en dehors donc, des feuilles, en dehors donc, de l'argent. Donc, alors que pour moi, la politique, comme on l'a dit, ça devrait être une profession, ça devrait être un travail. On vient parce qu'on veut faire avancer son pays, mais on ne vient pas pour se servir, mais on vient pour servir. Mais malheureusement, tous ceux qui pensent qu'ils ont échoué un peu partout viennent en politique, donc pour aller très rapidement, comme c'est des raccourcis. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, il est clair que ça va se régler. Parce que parfois, quand on n'arrive pas à régler, la nature elle-même vient régler un certain nombre de situations que l'homme même ne peut pas. C'est ce que l'autre avait dit à l'entame de ses propos. D'accord. Donc aujourd'hui, c'est clair, c'est connu. On veut maintenant autre chose. Allez, M. Badolo, très rapidement. Non, pour terminer, je dirais que cette scène démontre une fois de plus que tous ces gens étaient juste un MPP pour profiter et jouir du pouvoir. Personne n'avait une conviction quelconque là-bas. Et c'est vraiment déplorable quand je vois également que parmi ces gens, ces personnes, il y a des jeunes. Parce que c'est vrai que le MPP est tombé, mais pour moi, je pensais que quand même des jeunes allaient rester et pouvoir s'affirmer.
parce que c'est quand même un parti politique qui a eu quand même à gérer le pouvoir d'État. Il était important que la nouvelle génération, au sein de ce parti également, profite de ces différents saignées, de ces différents départs des aînés et de ceux qui étaient juste là pour profiter du pouvoir, pour s'affirmer et reprendre le parti en main. Mais nous constatons, comme l'a dit Lota, que cette jeunesse est vraiment à craindre et c'est très déplorable et c'est décevant. Et moi, j'ai vraiment de la peine pour le président Christian Kaboré, qui a fait confiance à des personnes qui, en réalité, n'étaient pas des personnes convaincues, mais c'était des personnes qui voulaient juste jouir du pouvoir. Et moi également, cela m'appelle à interpeller également le président Damiba sur tous ces différents audits. Parce qu'aujourd'hui, quand même, il faudrait un bilan. Nous avons parlé d'audit. On ne peut plus venir gérer le pouvoir d'État, amasser assez d'argent, et quand le pouvoir tombe, on se retrouve ailleurs avec l'argent qui a été amassé durant tout ce mandat, sans quand même pouvoir rendre compte au peuple. Parce que ces gens-là, ils ont assez d'argent aujourd'hui, donc ils peuvent aller créer leur parti, ou ils peuvent encore utiliser cet argent pour narguer le peuple. Et moi, j'appelle le président Damiba à nous ressortir ces audits rapidement pour que nous puissions voir clair, et que pour que ces audits même puissent sanctionner ceux qui seront épinglés, pour quand même permettre aux plus sincères de pouvoir quand même rebondir. Merci à vous, Monsieur Abraham Badolo. Et nous allons changer de sujet. Le président Damiba était à la tribune de la 77e Assemblée générale des Nations Unies. C'était le vendredi dernier. Le chef de l'État burkinabé a livré un discours qui est donc dépeint ici par nos chroniqueurs. Nous allons commencer par M. Damien Raphaël Nikema. Vous avez suivi le président Damiba. Alors, quelle est l'analyse que vous faites donc de son discours? Alors, très rapidement, il y a deux choses. Il y a le fond et la forme. Et moi, je m'appesantis sur la forme parce que la forme détermine un peu le fond pour moi ici. Parce que le président Damiba, côté forme, j'avoue que j'aurais aimé le voir en treillis de guerre. Parce que nous sommes en guerre. Bon, malheureusement, pour le cas d'Amiba, depuis qu'il a été troqué sa tenue militaire et sa kalachnikov au Conseil constitutionnel avec un tenue costume cravate, et il avait perdu tout pouvoir de mon point de vue. C'est un militaire et il est arrivé au pouvoir par les armes. Ça me rappelle effectivement la génération Sankara. Quand on voyait le président Sankara, c'était un président en guerre pour son pays, toujours symbolisé par sa tenue militaire et son pistolet automatique au niveau de la ceinture. Donc au niveau de la forme, même sur le plan interne, je ne sais pas pourquoi Damiba doit être en costume cravate à conscient. Ce n'est pas un pouvoir civil, c'est une junte militaire. Il doit être en tenue militaire. Donc je m'attendais à voir un militaire prendre la parole. Bon, malheureusement, ce ne fut pas le cas. C'est un président civil, mais nous n'avons pas peur d'un président civil. On en a eu ici, on n'en a pas eu peur. On en a fait partie. Donc, voici où pêche déjà Damiba. La Kalachnikov étant absente, Damiba aura tous les problèmes à diriger ce pays. Et les gens ont applaudi parce qu'il tenait une Kalachnikov. Il n'était pas en tenue cravate. La tenue cravate n'impressionne pas. Ça, c'est pour la forme. Pour dire que j'aurais aimé voir un président en tenue de guerre. Notre tenue de guerre, comment ça s'appelle déjà, je ne sais plus trop. Terre des hommes. Terre des hommes. Voilà. C'est symbolique de mon point de vue. Et ça montre l'état d'esprit actuel du Burkina Faso. Puisqu'il représente, il symbolise le Burkina Faso. Ça, c'est la forme. Vraiment, qui ne regarde que moi. Voilà. Alors maintenant, dans le fond, je crois que c'est vrai, le président Guterres l'a dit, c'est une tribune où chaque peuple arrive pour montrer sa vision du monde, comment est-ce qu'il appréhende le monde aujourd'hui. Et le président Damiba, j'ai eu l'impression que voilà, c'est quelqu'un qui résidait peut-être en dehors du Burkina Faso et qui est arrivé au Burkina Faso, qui a connu le Burkina Faso il y a 7 mois, 8 mois, et qui est arrivé au niveau de la tribune des Nations Unies pour dire les problèmes que nous vivons. Mais les problèmes que nous vivons, c'est eux qui les ont créés. C'est eux qui les entretiennent. C'est eux qui les financent, les problèmes que nous créons. Moi, j'aurais aimé qu'ils disent, sur le plan endogène, sur le plan national, d'abord, ce qui se passe sur le plan national ne les regarde pas trop. Il aurait pu s'appesantir sur les facteurs exogènes qui font qu'aujourd'hui, le Burkina Faso a du mal à se débarrasser d'une poignée de bandits armés. Nous avons des partenaires militaires dans ce sens. Alors, il aurait dû faire là-bas le point avec ses partenaires militaires pour interpeller la communauté internationale sur la difficulté que nous avons avec certains partenaires qui disent nous aider à lutter contre le terrorisme. Et en la matière, vous savez que toute la problématique au niveau
de l'approvisionnement en armes est là. Pourquoi nous avons de la difficulté à nous approvisionner en armes? Pourquoi certains partenaires qui se disent traditionnels, amis du Sahel, et malgré cela, malgré leur apport, nous avons du mal à nous débarrasser? Bon, le Mali a eu l'avantage d'indexer clairement, avec preuve à l'appui, ces problèmes. Pourquoi nous sommes arrivés pour ressasser des problèmes, pour dire voilà, il faut l'union, il faut l'unicité, mais je regrette, le monde est conduit sur des individualités. C'est chaque pays qui fait le monde. Chaque pays va aller vraiment recroqueviller sur lui-même. Nous, aujourd'hui, dans le fond, j'avais aimé surtout que le président d'Amérique puisse dire voici toute la difficulté que nous avons avec certains partenaires. Puisqu'il est question de ça actuellement. Voilà. Et pour être franc, il s'agit de la France. D'accord. Il s'agit de la France. Et tout se joue au niveau de ce partenaire. Mais il n'en a pas été cas. Il a parlé comme quelqu'un qui a pris connaissance du Burkina Faso il y a 7 mois pour dire voici nos problèmes, voici nos problèmes, voici nos problèmes. Je dis et je répète, les problèmes sont entretenus par ceux qui l'écoutaient. C'est nourri par ceux qui l'écoutaient. Donc ce n'est pas la peine d'aller slalomer, polisser les discours. Il faut aller droit au but, droit dans sa tenue militaire, dans son treillis, et dire voici le problème que nous avons avec ce partenaire, c'est lui qui nous met toute la merde dans ce pays. Nous voulons nous en débarrasser. Le Mali, j'avoue, le Mali a su indexer son bouc émissaire, son parasite, et c'est à leur avantage. D'accord, merci. Monsieur Marcel Tankwano. Ok, merci. Bon, effectivement, j'ai écouté son discours. Bon, il a parlé un peu de la forme. Moi, je ne veux pas rentrer dans la forme. Pourquoi vous ne voulez pas rentrer dans la forme? Non, bon, je ne sais pas ce qui a prévalu à ce choix-là. Pourquoi il a décidé de faire son discours en tenue-cravate. Voilà, il est mieux placé pour savoir pourquoi il l'a fait. De toute façon, celui qui a pris ses responsabilités depuis janvier 2022. Donc, s'il a décidé de porter un costume et de dire son discours à cette place-là, où le capitaine Thomas Sankara était à la même place, il était entré le 4 octobre 1984. Donc, s'il a décidé de mettre un costume, c'est peut-être un message qu'il lance et que nous, qu'on ne perçoit pas rapidement ce qu'il veut dire. C'est une expression qu'il a certainement donnée. Il a son intelligence. Il avait déjà fait à Niamey avec le président tout à fait. nigérien. Pourquoi il est parti au Mali en tenue militaire? Il allait en Côte d'Ivoire en tenue militaire, mais au Niger, il est parti en tenue civile. Voilà. Donc, je poursuis maintenant pour aller dans le fond de son discours. Dans le fond de son discours, je pense qu'il s'est adressé, son discours est ouvert au reste du monde. Parce qu'il faut dire qu'il y avait un contenu. Le contenu, c'est quoi? Il a expliqué pourquoi ils ont pris les responsabilités. Le groupe de militaires qui ont pris le pouvoir en janvier 2022, donc le 24 janvier 2022. Il a expliqué que la gouvernance politique qui était là était totalement chaotique et qu'il n'y avait plus d'avenir, presque. Il y avait la survie nationale qui était menacée. Donc il a brandi les objectifs aujourd'hui, ce qu'il doit faire, qui est la lutte contre le terrorisme, qui est également la reconquête du territoire. Et le deuxième point, comment répondre à la crise humanitaire. Et le troisième point, qui est d'avoir une gouvernance de qualité, refonder l'État. Et le quatrième point, qui est un point très important, qui est donc le point de la réconciliation et de la cohésion nationale. Et il a également demandé à ce que le combat qui se mène à partir du Sahara là, soit soutenu par les partenaires financiers. Il a également dit que dans son discours que seul le Burkina Faso ne pourra pas, ça va être difficile. Seul le Niger, seul le Mali, non. Il a expliqué qu'aujourd'hui, la situation qui nous Vous faites la synthèse du discours, hein? Du discours, oui. J'explique un peu. Oui, les Burkinabés ont suivi. Ils ont suivi. Donc maintenant, que vous, voilà. Mais dans le fond, est-ce que vous vous êtes retrouvés? Non, mais dans le fond, il a dit, c'est ce qu'on voulait entendre. Le véritable problème... c'est ce que vous voulez entendre, d'accord? Il faut faire très attention, parce qu'il ne faut pas ouvrir plusieurs fronts. Les gens ont tendance à prendre le problème du Burkina Faso comme celui du Mali. Non, il faut faire très attention. Le Mali a une histoire, le Burkina a une histoire. Et lorsque le discours malien est applaudi et que le discours burkinabé n'a pas été aussi applaudi de la même manière, c'est parce que nous ne vivons pas les mêmes situations, les mêmes réalités. Donc aujourd'hui, Damiba, le discours qu'il a fait, si vous l'avez très bien écouté, ça veut dire que c'est un bonhomme qui sait
là où il va. Il sait là où il a quitté. Un monsieur, il sait là où il a quitté, il sait là où il va. Donc pour moi aujourd'hui, il est vraiment mieux placé pour dire aux Burkinabés, dans mon discours, ce que j'ai dit, je dois le faire. Et ce que je fais, c'est ce que j'avais dit. Donc pour moi aujourd'hui, on n'a pas à douter de son discours. La seule chose que nous prenons au mot, c'est comment libérer notre pays du terrorisme. À l'entame de mes propos, je vous ai dit, même hier, il y a eu une attaque. Oui, il y a eu des militaires qui sont tombés. Oui, mais est-ce que ce discours, le discours, il est libérateur du terrorisme du Burkina? Il n'est pas allé aux Nations Unies pour dire que je suis venu pour libérer mon pays. Il est allé aux Nations Unies pour planter le décor de son pays, pour dire le problème que son pays vit et que lui-même, il fait partie de la solution donc, de son pays. Donc il est allé, il a fait son discours, on l'a écouté. Mais maintenant, il y a ce qu'on écoute, il y a aussi la réalité. Comme on dit, c'est le terrain qui commande la manœuvre. Donc, tout simplement pour dire que son discours, il est resté, le discours est constant. Il a dit tout ce qu'il fallait. Maintenant, comment on fait pour arriver? Et c'est ce qu'il a dit lui-même. D'accord. Docteur Maxime Kaboré. Vous savez, dans des situations pareilles, on a toujours tendance à vouloir comparer les uns et les autres. Moi, ce que je peux retenir, c'est qu'il a dit une phrase, n'est-ce pas, de Thomas Sankara, qui disait que l'aide doit nous aider à nous passer de l'aide. Donc je pense que dans tout, il faut que les Africains s'assument et que nous soyons toujours là à nous entraider, au lieu de rester toujours là à penser que notre salut viendra de l'extérieur, viendra, n'est-ce pas, des autres pays. Et je crois que nous avons des ressources, nous avons vraiment des gens convaincus, et les militaires burkinabés sont des militaires courageux. Avant les événements ailleurs, lorsqu'ils étaient en mission, ils étaient valorisés. Il y avait à l'époque aussi une élite militaire qui était là, formée à un grand coût. Le contribuable, n'est-ce pas, a apporté sa contribution. Et il aurait peut-être fallu, n'est-ce pas, réaffecter, n'est-ce pas, ces unités pour les orienter vers, en tout cas, le combat. Bon, on a passé le temps à... C'est ça le problème du Burkina. On va démanteler, on va prendre des mesures comme si on veut effacer tout ce que les autres ont fait pour tout recommencer. Mais chaque fois, un éternel recommencement, mais on perd du temps et on perd, n'est-ce pas, de la qualité et on crée des frustrations. C'est votre compréhension de son discours? Et son discours, en tout cas, c'était vraiment un discours qui invite la communauté internationale à s'impliquer davantage dans nos problèmes, parce qu'il a dit, même si nous avons la bonne volonté, même malgré notre volonté de faire les choses, ça ne sera pas suffisant pour enrayer ce problème-là. Et c'est un fléau mondial. Et je crois qu'il faut mutualiser les forces. Et moi, je suis désolé de voir que 3 pays, on dit le Mali, le Niger et le Burkina, et qu'ils ne puissent pas mutualiser leurs forces dans des combats. Enfin, puisque finalement, bon, voilà, ils quittent l'autre côté, ils viennent chez nous. Et puis les pays, il a bien dit clairement, les pays qui sont les pays côtiers, la Côte d'Ivoire, le Togo, le Ghana, le Bénin, le Burkina Faso est un rempart contre l'invasion, n'est-ce pas, de ces pays-là. Donc il faudrait que ces pays aussi nous apportent leur aide pour qu'en amont, ils puissent aussi être protégés. Si on laisse les choses en disant, oui, ben, la maison de mon voisin brûle et on n'apporte pas l'eau, mais il faut faire attention, parce que si la maison de ton voisin brûle là, ta maison aussi est aussi dans une situation difficile. Donc je crois qu'il faut vraiment que les pays de la sous-région prennent en tout cas à cœur ce fléau, n'est-ce pas, du terrorisme-là. Et je terminerai en disant, dans ce qu'il a dit, moi c'est un domaine qui me plaît bien, la diversité. Moi je crois que c'est important. Il faudrait que nous soyons unis dans la diversité. Nous sommes différents. Nous avons, n'est-ce pas, quand même un seul pays, une seule nation. Il y a beaucoup d'ethnies, certes, mais il ne faut pas stigmatiser les gens. Il faut que nous soyons là, riches de notre diversité. Et il faut encourager cela. Et je pense en cela, vraiment, bon, je dis toujours, la tolérance est importante dans notre pays. Merci, docteur. Alors, M. Abraham Adolo. Moi, je dirais que... pour moi, ce n'était pas la peine que le président lui-même fasse le déplacement pour nous faire ressortir un tel discours. J'aurais voulu qu'il
envoie le Premier ministre, parce que le Premier ministre était déjà là-bas, et c'est la première fois qu'on retrouve le Premier ministre et le président du Faso dehors dans une mission dans le même pays. Et c'est très déplorable parce que nous sommes en situation de guerre et la situation est très critique. Pour moi également, je m'attendais, quand j'ai appris que Damiba allait prendre part au sommet, je m'attendais à voir un monsieur Antreyi, comme l'a dit M. Damien, un monsieur Antreyi, pour d'abord montrer un signal fort au peuple burkinabé et montrer un signal fort à travers sa tenue, un signal fort à l'ensemble du peuple africain et du monde entier. Parce que pour moi, il faut se dire la vérité, nos problèmes même viennent même de ces différentes personnes, de ces différents États européens. Je le dis ainsi parce que vous avez vu la création du G5 Sahel. Le G5 Sahel est mort sans que ces pays ne s'attellent vraiment à aider le G5 Sahel à survivre. Ils n'ont jamais eu le courage de financer le G5 Sahel, ce qui démontre en réalité que nous avons intérêt à nous départir d'eux et à trouver des solutions avec nos différents pays frères pour pouvoir sortir de l'ornière. Je dirais également que vous avez vu que quand il s'agit de l'Ukraine, ils sont tous mobilisés. Même notre partenaire clé qui est la France s'attelle à envoyer du matériel pour aider le peuple, l'État russe à combattre la Russie. Quand il s'agit ukrainien plutôt. Quand il s'agit des peuples africains, nous ne bénéficions pas de ces genres d'aide. Pourquoi? Cela doit nous amener également à nous poser pas mal de questions. Et moi, j'aurais voulu voir le président Damiba s'adresser à eux en les posant ce genre de questions. Pourquoi est-ce que le peuple ukrainien vaut mieux que les peuples africains? Nous savons tous que ces pays européens n'ont pas de ressources. Ils n'ont pas de ressources. Ils puisent l'Afrique pour aller s'enrichir. Et quand l'Afrique a des problèmes, elle nous laisse seuls. Et ça devait nous interpeller. Moi, quand je vois par rapport à mon ami Marcel Tankono qui tente de dédouaner le président Damiba en disant qu'il ne sait pas pourquoi il est allé en costume. Damiba n'est pas un diplomate. C'est le rôle des diplomates d'aller dans des cérémonies pareilles en costume. Il est un militaire. Il devait donner un signal fort à travers sa tenue treillie parce que quand même, il a fait un coup d'État. Quand il s'est présenté à la télé, il ne s'est pas présenté à la télé avec un costume. Ou bien, l'espoir, quand nous avons vu ces militaires en tenue, on s'est dit, voilà des gens qui ont décidé de s'assumer. Et c'est ce qui a fait que le peuple est resté passif face à ce coup d'État. Et je reviens également sur la sincérité du discours. Il revient là-dessus, il dit qu'ils se sont assumés parce que en ce qui concerne la situation sécuritaire était catastrophique. Mais moi, j'aimerais bien demander au président Damiba qu'est-ce qui a changé depuis qu'il a pris le pouvoir. Rien n'a changé en ce qui concerne la question sécuritaire. Aujourd'hui, les villes comme Djibo, ils sont obligés de ravitailler les villes comme Djibo par les airs, en larguant des produits alimentaires pour ces populations, parce qu'ils peinent à pouvoir allier ces zones par la voie terrestre. Moi, je dirais aujourd'hui, ce qu'il faut, pour moi, il faut que le président Damiba se réveille, qu'il sache que le peuple burkinabé est dans une souffrance atroce. Il faudrait arrêter même ces genres de voyages. Les autres présidents ne voyagent pas. Ou bien, ils doivent prendre leur exemple. Parce qu'eux, ils maîtrisent et comprennent la gravité. Je ne vous coupe pas, M. Badolo, mais à plusieurs reprises, vous l'avez invité à aller à la rencontre des partenaires sur le même plateau. Je n'ai pas invité le président lui-même à aller. J'ai dit ça, c'est le rôle du Premier ministre. Nous t'avons suivi ici. Non, j'ai dit c'est le rôle du Premier ministre d'aller chercher les partenaires pour le Burkina. Le président Damiba doit être là quand il se réveille le matin. Il a la cartographie du Burkina Faso devant lui. Il est devait être en train de superviser les différentes opérations militaires pour nous débarrasser de ces genres d'individus. Parce que le problème, c'est quoi? Marcel est assis aujourd'hui. Son village a été attaqué. Vous pensez qu'il peut avoir le courage d'aller dans son village actuellement? Nous nous sentons tous concernés. Quand nous critiquons, moi je dis aujourd'hui, j'ai toujours répété, moi je n'ai rien contre la personne de Damiba. Et moi je pense que ce sont nos discours
Ces gens de discours que nous tenons sur les plateaux, qui doivent le motiver à aller très vite. Parce que moi j'ai l'impression que nous perdons du temps, et ce temps profite à ceux qui nous attaquent. Et aujourd'hui, on parle de la diversification de nos partenaires. Moi, je ne peux pas comprendre que jusqu'à présent, nous avons il faut se dire la vérité à ce moment. Le problème du Burkina Faso, c'est la France. La politique malsaine de la France. Je ne parle pas, j'ai toujours dit, j'ai des amis français, je ne parle pas du peuple français, mais je parle de la politique malsaine de la France. Parce que jusqu'à présent, c'est un partenaire clé. Nous n'avons jamais vu à la télé que les Français en donnent des hélicoptères de combat au peuple burkinabé pour les aider eux-mêmes à faire la guerre. C'est quand nous sommes dans des difficultés, il faudrait qu'on les appelle au téléphone. Ils ne sont même pas capables de nous venir en aide. Malgré qu'ils ont les satellites, il faut que nous attelons à les appeler au secours. Et quand ils viennent nous aider aussi, ils nous facturent. Moi, je pense qu'à ce moment, il faut se dire clairement les choses. Il faudrait que le président Damiba s'assume et qu'il aille vers ceux qui ont la volonté réelle de pouvoir aider le peuple burkinabé à s'en sortir. Et également, je pense que c'est le moment pour lui, dès son retour, d'avoir un discours honnête et sincère avec les Français. Il faut qu'il les appelle, qu'ils s'asseyent et qu'ils parlent cas sur table. D'accord. Soit vous nous aidez. Non, s'il vous plaît. Soit vous nous aidez à combattre les terroristes, soit vous dégagez. Parce qu'on ne peut pas continuer dans ces genres de tentations à ne pas finir. D'accord, merci. Monsieur Abraham Badolo, alors ce qu'il faut préciser également, c'est qu'en marge justement de cette 77e Assemblée générale des Nations Unies, le président Damiba a eu des rencontres avec des partenaires clés sur le plan finance. Vous avez vu d'ailleurs qu'il a même reçu le ministre russe des Affaires étrangères, Lavrov, pour parler justement donc, de ces questions militaires. Donc on peut peut-être, sans risque de se tromper, dire qu'il y a une diversité et certainement que vos préoccupations sont prises en compte. On verra bientôt les résultats. Monsieur Abdou Karim Bagnan de l'OTA, oui. Voilà, moi j'étais un peu tenté de prendre la parole parce que les dits de monsieur, de camarade Badolo me laissent croire que certains Burkinabés sont des éternels insatisfaits. Parce que tantôt, on veut qu'il porte le treillis comme Thomas Sankara, tout en oubliant que quand le président Thomas Sankara portait sa treillis, c'était dans les années 80. Aujourd'hui, nous sommes en 2022 et les contextes n'étaient pas les mêmes. Ce que moi je dirais par là, sincèrement, j'adhère aux différentes interventions parce qu'aujourd'hui, pour moi, nous sommes devenus comme des éducateurs, des gens qui pressent l'information à l'égard de l'ensemble de l'opinion nationale et internationale. Donc, il est de bon ton qu'on tente de travailler aussi à sensibiliser l'ensemble des Burkinabés. Pourquoi je dis ceci? Vous êtes en face d'un pays comme la France, qui est une très grande puissance. On est dans le discours du président Si, je suis dans le discours. Permettez-moi de m'exprimer. Nous sommes en face d'un pays très très puissant comme la France, qui nous a colonisés il y a 60 ans de cela. Nul ne sait de remettre en cause le fait que la France est une grande puissance. Il nous a colonisés il y a plus de 60 ans de cela. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que c'est lucide et intelligent que le président de l'Union se lève un jour, après avoir pris son café, et dire merde à la France, l'ambassade de la France est fermée, nous demandons à l'ambassadeur de la France de quitter le sol burkinabé, ou bien quand il était en face du tribune des Nations Unies, qu'il jette aux mains du revers tout ce que la France a eu à accompagner le Burkina Faso de l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. Je suis d'avis avec l'analyse de tout un chacun qui est de dire que le vrai problème du Burkina Faso, c'est les Français. Même le plus inintelligent du Burkina Faso, c'est que le phénomène terroriste là a toujours été pilonné par la France. Mais des gens qui sont puissants, qui sont intelligents, qui sont en avance de plus de 60 ans que vous, il faut user de votre intelligence pour vous démarquer de ces gens. Et parlant de la forme, il faut chercher, parce qu'il y a un adage amoureux qui dit que c'est celui qui est assis qui sait mieux danser. On ne sait pas qu'est-ce qui a motivé le fait que le président Damiba s'est habillé en civil. Le président Damiba, c'est quand même un officier de l'armée burkinabé. Hein. C'est un monsieur qui s'est assumé lors d'un coup d'État. Donc ce n'est pas n'importe qui. Il sait là où il met le pied. Je suis d'avis qu'on aurait voulu qu'il soit en treillis. Ça peut être l'avis de tout un chacun que je respecte. Mais est-ce qu'en partant aux tribunes des Nations Unies, est-ce que le fait qu'il est en civil ne lui permet pas de tenir son discours, ne lui permet pas de dire ce qu'il parle? Et quand rentrant dans le fond du discours là, à moins qu'on a lu le discours là autrement. Le discours que moi j'ai lu, sincèrement, ça m'a permis de plus découvrir l'homme,
de me rendre compte que le président Damiba était un homme d'État. C'est un homme qui s'assume. Et dans le discours, quand vous rentrez, peut-être qu'à la fin de l'émission, je vais demander à mes co-chroniqueurs de relire le discours. Dans le discours, il a indexé. Le fait même de demander qu'il veut de l'air qui va permettre aux Burkinabés de ne plus avoir de l'air là. Ça veut dire ce que ça veut dire. C'est comme je tente de l'expliquer. Il faut que l'ensemble des Burkinabés sache qu'il faut qu'on utilise la manière pour nous départir de la France. Parce que je doute fort que si, la manière dont le camarade Badolo veut que le président de l'UE se lève un matin comme s'il avait été piqué par un microbe de folie, se démarquer de la France et tirer à boulet rouge sur la France, je risque fort que nous n'allons plus avoir un homme de sa carrure qui va diriger notre pays, le Burkina Faso. Donc je dirais que, ce qu'il est lieu de faire, nous-mêmes qui sommes les chroniqueurs, nous qui parlons, qui avons la chance de parler sur les plateaux, il faut que nous travaillions à sensibiliser l'opinion nationale, à sensibiliser la population burkinabé, à ce qu'ils sachent que la France est un problème pour le Burkina, mais il faut user de notre intelligence pour se démarquer de la France. D'accord. Non, les contextes ne sont pas les mêmes. Ce que les Maliens ont fait aujourd'hui là, est-ce que vous pensez que ça les avantage? Je l'ai dit une fois sur votre plateau ici, c'est parce que l'État malien a su s'accaparer de la communication malienne. Il y a certaines vérités que la presse ne fait pas partie. Le Mali n'est pas content aujourd'hui, il faut se le dire. Et en matière de treillis, le premier ministre malien, là, c'est un militaire, est-ce qu'il s'est présenté avec un treillis aux tribunes des Nations Unies? Non. Je dirais aujourd'hui, nous qui avons la chance de faire des analyses, nous savons que le vrai problème de ceux qui appuient, moi je le dis et je me l'assume, ceux qui appuient les terroristes, c'est les Français. Mais il faut utiliser la manière pour se démarquer. Ce sont vos propos qui vous Voilà, moi je dis, je me l'assume, je l'ai dit. Mais il faut utiliser nos premiers responsables là, doivent user de l'air responsable, doivent user de l'air intelligent pour se démarquer et non pas utiliser les muscles comme ce que le camarade Badolo tente de le dire. D'accord, merci M. Badolo, M. Baguian. Oui, M. Nikema. Je voudrais revenir rapidement sur ma forme parce que c'est moi qui l'ai avancé. Ben, on parle de la junte militaire au pouvoir, n'est-ce pas? On ne parle pas d'un pouvoir démocratiquement élu. Quand on dit junte militaire, qui est à la tête d'un junte militaire? C'est un monsieur en treillis, je regrette. Ça, c'est la forme, ce n'est pas le fond. Donc, le président Damiba, je dis et je redis, je ne sais pas pourquoi il doit être en costume cravate. Parce qu'il est à la tête d'une junte militaire. Tenue militaire avec sa Kalachnikov. Parce que nous avons applaudi le bruit de la Kalachnikov. Nous n'avons pas applaudi la couleur de sa cravate. Nous, on n'a pas peur de président civil. D'accord. C'est ça le Burkina. Vous ne condamnez pas, mais vous ne comprenez pas. C'est ça la forme. Oui, c'est ça la forme. D'accord. C'est ça la forme que moi j'aurais aimé que le président Damiba revête. Tout comme mon président Sankara. C'est ça. Lui aussi, il était en guerre contre l'analphabétisme, contre l'impérialisme. C'est ce que ça symbolisait. D'accord. Donc c'est ma forme comme ça, en fait. Merci beaucoup. Oui, monsieur Tankwano. Ok. Merci, merci. Moi, je voudrais revenir sur quelque chose de très important. Vous savez, il y a l'ancien président des États-Unis, Donald Trump, avait qualifié les pays africains comme étant des pays de merde. Ça nous a énervés, les gens, beaucoup l'ont insulté. Voilà, on n'a pas compris ce qu'il voulait dire. Moi, le problème que nous vivons aujourd'hui, quand vous regardez même le terrorisme dans notre pays aujourd'hui, est-ce que nous sommes solidaires? Moi, ça me fâche. Quand on me dit, par exemple, c'est la France qui arme les terroristes. Mais la France n'arme pas des Français qui nous attaquent. Mais la France arme parmi nous nos frères qui attaquent d'autres frères burkinabés. Nous ne sommes pas solidaires. Quand l'ambassadeur français en poste au Burkina, Alad, a dit que c'est des idiots utiles, beaucoup se sont levés pour l'insulter. Mais en réalité, il n'a pas tort. Il n'a pas tort. Parce que l'Africain, tout comme le Burkinabé, parfois tu te demandes qu'est-ce qu'il veut. Aujourd'hui, l'armée a pris le pouvoir. Vous trouvez des gens qui sortent, qui insultent l'armée burkinabé, qui insultent les FDS, qui les insultent clairement. Des gens qui n'ont même pas confiance à leur armée, à notre armée, au FDS. Que voulez-vous? Vous avez déjà vu des Français se démarquer de leur armée? Est-ce que des Africains peuvent, soit-ils très forts, aller en Europe, en France, armer des Français contre des Français? Ça n'existe pas. Mais pourquoi en Afrique ça existe? Pourquoi au Burkina ça existe? Qu'il y ait des gens qui sont fiers qu'il y ait du terrorisme. Prenons le cas de Solenzo. Des gens ont sorti des images pour dire que les terroristes ont pris le haut commissariat et qu'ils sont installés. C'est des Burkinabés. Mais vérification pour vérification, on a vu que ce n'était pas vrai. Mais que voulez-vous?
Que voulez-vous qu'on dise? Moi, ça fâche parce que tout simplement, il faut qu'on change. Nous n'avons pas d'ennemis. La France n'est pas notre ennemi. Notre ennemi, c'est d'abord nous-mêmes. Si nous ne pouvons pas nous-mêmes trouver la solution à notre pays, n'attendons pas que ce soit la Russie, que ce soit la France. Les Français, tout comme la Russie, ils ne viennent pas parce qu'ils nous aiment. Ils viennent pour faire des affaires. D'accord. Non, je viens, nous sommes incapables. L'autre l'a dit ici. Depuis 1960 à nos jours, nous sommes incapables de gérer même le minimum de questions qui nous imposent. Je parle... On vous comprend, Comment je vais dire? on vous comprend parfaitement. On vous comprend non, j'ai fini en disant tout rapidement. simplement que quand vous n'êtes pas solidaire, quand vous ne savez pas ce que vous voulez, mais permettez que les autres viennent vous utiliser. Si vous êtes chez vous, vous êtes marié, vous avez des enfants, et que vous n'arrivez pas à gérer votre famille, mais ce n'est pas aux voisins de venir vous dire comment gérer votre famille. Et s'ils viennent vous dire comment vous devrez gérer votre famille, parce que vous êtes un chef de famille irresponsable. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Il faut s'entendre d'abord en interne. À l'interne d'abord. Vous avez dit. Il faut qu'on trouve des solutions endogènes. Merci beaucoup. À nous-mêmes. Merci, monsieur Tankwano. Oui. Monsieur Kabore, très rapidement, on va refermer donc j'aimerais dire simplement qu'il faudrait que l'on apprenne à être fiers de nous-mêmes et à rester intègre. Bien sûr. Et ne pas vraiment se réjouir lorsque il y a des attaques ou qu'il y a des endroits où les forces de défense de sécurité ont des difficultés. Je crois qu'il faut qu'on ait le sentiment patriotique. Nous sommes des Burkinabés et le salut ne viendra pas d'ailleurs. Moi, je pense qu'il faut, que le salut vienne d'abord de nous-mêmes, que nous puissions croire en nous-mêmes. C'est l'esprit de Sankara. Sankara dit, mais celui qui laisse en sécurité, n'est-ce pas, à un pays tiers, mais celui-là, il est dans une situation de difficulté. Il faut qu'on réapprenne à nous approprier notre sécurité et à nous accepter et surtout taire nos divergences qui sont liées à des questions partisanes là, pour voir l'intérêt supérieur de la nation. Si on voit ça, moi j'étais aux États-Unis et j'ai été frappé de voir vraiment partout les Américains, ils ont leurs drapeaux partout. Des drapeaux partout. Sentiment de national, sentiment de fierté. Et quand tu vois ça, tu te dis, mais pourquoi chez nous, il n'y a pas ce sentiment-là? Et c'est clair, il faut toujours arrêter de vouloir accuser les autres des péchés d'Israël. Il faut d'abord revenir nous-mêmes, nous examiner et être fiers de ce que nous pouvons être capables de faire. Si nous sommes unis, je pense que les mines ne pourront même pas. Oui, très rapidement, M. Barrière. Je voulais relever quelque chose que j'ai dit au MIR. Bon, ceux qui posent la question à savoir pourquoi le président Damiba voyage, bon, je dirais c'est... À voyager, pourquoi pourquoi il sort? Qu'il devrait être là sur place pour gérer les problèmes de sécurité. Je dirais ceci, une chose est de faire un coup d'État, mais une autre chose est d'avoir de l'intelligence pour pouvoir coopter des partenaires qui vont vous accompagner dans votre gestion. Vous savez très bien que quand un coup d'État survient, il y a la sanction du communauté internationale qui est là. Et les partenaires financiers là, il faut avoir de l'intelligence pour pouvoir aller vers eux et demander l'accompagnement. Vous savez que rien que les ressources du Burkina Faso ne peuvent pas nous permettre de pouvoir gérer le pays. Donc pour cela, sincèrement, ce voyage-là, s'il ne l'avait pas fait, moi je me dirais que ce serait... D'accord. Merci beaucoup, monsieur Abdul Karim Baghiandi Lota. Monsieur Badolo, oui? Oui, moi je dirais qu'il faudrait que mon camarade Marcel Tankwano comprenne une chose. Personne n'est contre l'armée burkinabé. Nous sommes fiers d'abord d'être burkinabés. Nous sommes fiers de notre drapeau, et nous sommes fiers des jeunes qui dirigent aujourd'hui l'armée. Quand vous prenez aujourd'hui le colonel Evra Somda qui dirige la gendarmerie, c'est un jeune. Nous sommes fiers, nous savons ce qu'il fait sur le terrain. C'est bien, nous l'encourageons, et même les autres officiers. Mais il faudrait que les militaires, ça c'est pas parce qu'ils sont des militaires entriés. Et aujourd'hui là, ils ne sont plus dans les casernes, ils sont aux affaires. Et c'est de notre rôle également de les critiquer pour leur dire où ça ne va pas, pour qu'ils puissent corriger. Maintenant, ce n'est pas parce qu'on les critique que nous sommes contre eux. Au contraire, il n'y a pas quelqu'un qui supporte les militaires plus que nous, parce que nous savons aujourd'hui qu'ils sont les derniers remparts. Si ça ne va pas au sein de l'armée, c'est le Burkina Faso qui risque de disparaître. Donc il faudrait Non, s'il vous plaît, il ne faudrait pas dire que ceux qui critiquent... Aujourd'hui, il y a des gens qui ont mal, qui ont perdu des frères, des parents, qui n'ont plus de village. Et c'est de leur devoir également d'exprimer leur mécontentement dans le respect. Ça ne veut pas dire qu'ils ne supportent pas l'armée. Donc pour conclure, je dirais ce qu'il faut aujourd'hui au Burkina, c'est de prôner l'union des fils et filles du Burkina. Et j'invite Marcel Tankwano à commencer à faire cela avec son mouvement. Il est d'aller s'asseoir sur des plateaux pour indexer d'autres Burkinabés. Il faudrait qu'ils changent de langage. Parce que tout ça également, la sensibilisation doit commencer par nous-mêmes. Il faut changer de langage. Quand vous vous retrouvez sur un plateau, voilà ici, quand on se retrouve sur les plateaux,
c'est vrai qu'on ne partage pas les mêmes points, mais on ne se traite pas d'apatride. Parce que nous n'avons qu'un seul pays. Donc le changement que nous voulons incarner doit commencer par nous. D'accord. Il m'a fait une piqûre, il faut que je lui réponde. 30 secondes. En 30 secondes. Allez-y rapidement. Je n'ai pas dit que le peuple de Burkina Faso n'aime pas son armée. J'ai dit qu'il y a des Burkinabés qui ne font pas des critiques constructives. J'ai dit qu'il y a des Burkinabés qui insultent même l'armée. Et ça, j'en veux pour preuve, qui insultent, qui découragent, qui démoralisent. J'en veux pour preuve, il y en a qui sont en prison parce que ce n'était pas, c'est pas des conseils et ce n'est pas des critiques constructives. C'est ça que je veux dire. Je veux dire, pendant qu'on nous attaque, on a l'impression qu'il y en a qui se réjouissent jusqu'à aller donner un symbole pour dire que les terroristes... Non, oui, mais attends, quand c'est une impression. C'est une impression. Quand quelqu'un dit, par exemple, que des terroristes ont même réussi à prendre un haut commissariat et qui sont désormais installés là-bas, montrer même une vidéo et que c'est leur QG. Alors que vous savez que le pays est attaqué. L'information même été révélée par certains médias de la place. Mais bien sûr, mais c'est ça on a dit. C'est ça qui est dangereux. Ça veut dire que nous sommes en train d'aider même les bandits à avancer. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. On va clore ce chapitre et nous allons partir maintenant justement sur le plan judiciaire. 3 procès. Le premier, le procès d'Abou Boukari, le procès Kamao et le procès Ousmane Guiro. Justement, ce procès où les avocats de Ousmane Guiro, l'ancien directeur général de douane, demandent justement donc la présence des cantines d'argent saisies en 2011 à son domicile pour que ce procès puisse se poursuivre. En tout cas, le procès a été renvoyé à la prochaine session judiciaire. Alors, 3 procès, nous allons les analyser ensemble. Hein. Alors, nous commençons avec le docteur Maxime Kaboré. 3 procès, votre analyse? Je pense que, bon, quand on voit le procès d'Abou Boukari, c'était bien quand même que ce procès ait pu avoir en tout cas lieu. 20 ans de prison et pour le général Diendéré. Je trouve que c'est une sentence assez forte. C'est parce que donc, le ministère public avait demandé, ils avaient demandé 7 ans. Et là, les juges sont allés au-delà, n'est-ce pas, des réquisitions, en tout cas, du parquet. Maintenant, je crois que, bon, on ne peut pas parler plus que les personnes elles-mêmes, puisque ces personnes peuvent faire appel, et nous sommes dans un état de droit, donc il y aura un appel probablement, et puis, bon, ça va reprendre. Quant au procès donc de Ousmane Guiro, on dit qu'il faut forcément amener les caisses donc, de saisie. Bah, souvent, je crois que les avocats aussi étaient d'utiliser quand même déjà des éléments pour gagner un peu de temps, pour mieux asseoir les choses. Peut-être qu'ils ont l'impression que ces caisses n'existent plus. Et s'il n'y a pas les éléments de preuve, forcément, ça devient compliqué en tout cas de dire les choses. Vous avez saisi les choses. Et ces choses sont où? C'est souvent quand, par exemple, il y a des saisies de drogue et que souvent dans certains commissariats, même de soir, ben, ça disparaît. Alors que ce sont des pièces à conviction, donc des éléments qui sont retenus contre la personne. Mais si ces éléments ont disparu, ça devient très très compliqué. Voilà, donc je crois qu'il faut garder son calme et faire confiance à la justice. Bon, ces personnes restent toujours présumées innocentes, même s'il y a des condamnations. Il y a des recours qui sont possibles. Et bon, je crois qu'on n'est pas à la fin en tout cas, de la procédure judiciaire. Voilà, il y a encore quelques procès. Oui, procès Ousmane Guiro, procès d'Abou Boukari, procès Kamao. Kamao, pour lui, mais je pense qu'il a eu donc 6 mois et puis 3 mois ferme. De 3 mois ferme, oui. Non, le délibéré, c'est pour le 30 septembre. Oui, mais bon, je pense... C'est les réquisitions. Je pense qu'il faut faire peu de clémence à son égard. Et puis, moi, je dis toujours, le pardon est donné à celui qui se repent. S'il reconnaît que, bon, il a peut-être été un peu loin dans ses propos, mais ce serait peut-être bien, n'est-ce pas, effectivement, que la clémence lui soit accordée, parce que personne ne peut se réjouir de voir quelqu'un en prison, c'est clair. Et je crois qu'il faut vraiment être tolérant et accepter vraiment à un moment donné. On peut faire des erreurs, on peut être dans une forme d'euphorie là, et la parole trahit la pensée. N'est-ce pas? Ça, il faut faire preuve de compassion et le libérer. Monsieur Abdul-Karim Bagnan-Louta. Voilà, moi je commencerai par le procès de Kamao. Boukari d'abord. D'accord. Voilà, parce que la dernière fois sur cette même plateau,
je l'ai condamné avec la dernière énergie, le fait qu'un Burkinabé a été assassiné, un étudiant en cette année de médecine avait été assassiné. Mais c'est comme je l'avais dit. Parce qu'au Burkina, il y en a qui prônent la victoire au lieu de la justice. Parce que pour certaines personnes, je n'aime pas X. Quand il fait face à la justice, il faut forcément le condamner. Et le verdict me donne raison. Vous avez vu qu'on a condamné 20 ans pour le général Guinguéré. Quelle a été l'implication du général Guinguéré dans cette affaire? Nous avons tous suivi le procès. Est-ce que c'est lui qui a autorisé l'arrestation du monsieur? Non. Est-ce que c'est lui qui a abattu le monsieur? Non. Bon, on ne peut pas se baser sur le fait qu'il était chef de quoi, il était le premier responsable de quoi, et on le condamne 20 ans. Maintenant, quand tu parles, les gens vont penser que c'est inhumain. Moi, je l'ai dit lors de l'émission passée, je compatisse avec la famille Dabo. Je suis un être humain, je suis croyant. Et je condamne le fait qu'on a assassiné le monsieur. Mais ne soyez pas surpris que des gens veulent profiter de ce dossier-là pour en faire à des problèmes personnels. Sinon, je ne peux pas comprendre que le simple fait qu'un monsieur a été cité, il faut le condamner 20 ans comme si c'était un arbre. Maintenant, si tu parles, on va penser que tu es en train de dire la justice, d'être contre la justice, ou bien le fait que tu ne compatis pas avec la mort de la personne. Donc moi, je pense qu'il, s'il vous plaît, il faut que nous sachions raison garder. Il faut qu'on se concentre sur l'essentiel. Vous savez, avec ce procès-là, moi, je vais finir par dire qu'ils sont en train même de plus crédibiliser le général Guinguéré. Parce que moi, une fois, j'ai écouté une émission interactive à la radio où un homme appelle et dit non, lui, il est dessus du général Guinguéré. C'est un monsieur qui ne s'assume pas, qui ne veut pas dire la vérité. C'est comme si lui, il était le jour où le monsieur a été abattu. C'est quelle preuve toi tu détiens? Il faut aller déverser ça devant le tribunal. Le monsieur dit ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu. Et toi, tu te permets de dire qu'il ne s'assume pas, il ne dit pas la vérité. Donc, par fini, avec cet acharnement autour du général Guinguéré, ne soyez pas un jour que le général Guinguéré arrive à un certain niveau où les gens ne croient pas. Moi, je pense qu'il faut aller de l'avant. Notre pays a tellement vécu de division et de scission. Il faut aller de l'avant. D'accord. Maintenant, concernant le procès de l'ancien DG de douane, c'est vraiment une honte de la part même de Burkinabé. Moi, je suis quelqu'un qui me réserve d'une décision de la justice. Pour ceux qui me connaissent, je n'aime pas faire de commentaires concernant la justice, mais je suis burkinabé et la Constitution me donne le droit de contribuer pour la bonne gouvernance de mon pays. Et ce qui se passe avec le dossier de M. Guiro, c'est une honte même pour notre pays. Pourquoi? Je ne peux pas comprendre qu'en 2015, la même justice là, et comment on appelle ça, donne un jugement qui blanchit le monsieur en 2015. Il avait été blanchi en 2015. Et après que comment on appelle ça, le tribunal de la cassation, le procureur de la cassation ait fait appel, on ramène l'affaire là en cassation. Et aujourd'hui, ceux-là qui poursuivent même le monsieur disent qu'ils ne sont pas prêts, qu'ils n'ont pas encore pris connaissance voilà, du dossier. Vous poursuivez quelqu'un, une affaire qui date depuis 2012. Vous le poursuivez. La même personne a été jugée en 2015 et blanchie. Vous dites que vous n'êtes pas d'accord. Vous le convoquez devant la cassation. Et c'est maintenant que vous dites devant l'opinion nationale et internationale que vous n'avez pas pris encore connaissance de ce document. Tout simplement parce qu'il y a des non-dits. Il faut arriver à un moment donné qu'on se respecte et respecter l'intelligence des uns et des autres. Moi, je pense qu'il faut coller la paix au monsieur. Laissez-lui tranquille. Vous êtes des justiciers. Vous avez commis des erreurs de forme ou de fond, je ne sais pas, je ne maîtrise pas très bien la justice. Acceptez que l'erreur vienne de votre organisation et coller la paix au monsieur. Permettez le monsieur de vaquer tranquillement à ses occupations. Non, les avocats veulent les cantines. C'est ça, non, pour ne pas dire des choses que je ne maîtrise pas, voilà pourquoi je n'aimerais pas m'étaler. Sinon, normalement, vous ne pouvez pas vouloir juger quelqu'un sur la base d'une forfait, d'un acte qu'il a commis, et vous n'avez pas les éléments. Les cantines d'argent, là, ça se trouve où? Ou bien c'est vous qui avez pris? Voilà, ils doivent amener les cantines et se baser sur ça pour juger le monsieur. D'accord. Du moment où les cantines se sont évaporées, donc l'affaire aussi s'est évaporée. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, concernant le dossier Kamao, c'est comme je l'ai dit sur vous. Alors, il faut préciser justement que le délibéré est prévu pour le 30 septembre. Justement, oui. Sur ce même plateau, j'ai demandé la clémence de la justice parce que moi qui vous parle, je suis un ancien client de la justice.
et je sais ce qu'est un prisonnier en dur ou un détenu en dur. Je sais ce que son entourage vit, je sais ce que sa famille vit. Donc pour cela, j'avais demandé la clémence et l'humanisme du tribunal. D'accord. Mais c'est à M. Kamau, je l'ai dit et je le répète, il y a un adage amoré qui dit que l'éléphant connaît la profondeur de sa gorge, qu'il peut se permettre d'avaler toute graine qui se présente devant elle. Donc, devant lui. Donc, à M. Kamau aussi de s'assumer sur ses propos. Voilà. D'accord. Je suis le fait que, quand même, on puisse permettre à tout Burkinabé de pouvoir s'exprimer sur le gouvernement d'un pays, mais avec la manière. Merci beaucoup. Voilà, donc c'est de dire que vraiment, nous demandons ensemble la clémence de la justice, l'humanisme de la justice, à ce que quand même, il puisse permettre à ce monsieur-là d'aller continuer ses études. Oui, monsieur Nikema, allez-y. Oui, d'accord, je rebondis avec l'affaire Kamau pour dire que moi j'ai 3 niveaux d'interprétation pour ce cas. D'abord, concernant même le monsieur en personne, le jeune du ballet citoyen qui a été ainsi parlé du premier responsable de notre pays, et je trouve qu'il a manqué de forme. Il a manqué de forme et de mon point de vue, c'est regrettable que la jeunesse veuille construire ce pays avec ce ton. Ce n'est pas un ton avec lequel on construit un pays. Et en Morée, on dit « Biyalaman lada baba ben hankedere ». Ton président a beau, ton papa a beau être mal habillé, mais l'idiot, l'enfant idiot, c'est celui qui se moque de ça publiquement. Donc, on ne parle pas ainsi d'un chef d'État. Et il a manqué dans la forme, je l'aurais dit très bien. Je ne rentre pas dans le fond pour dire qu'à son niveau, il aurait dû faire profil bas pour dire, ah, vraiment, et je reconnais que j'ai manqué de forme. Jusque-là, ce n'est pas le cas. Il préteste une liberté d'expression. Deuxième niveau, dans ce procès, c'est au niveau du balai citoyen, parce que dans la synthèse, c'est membre du balai citoyen. Quand vous prenez Sams Kalodia, un leader du balai citoyen, quand vous prenez Smokey, un leader du balai citoyen, mais c'est des gens qui sont courtois quand ils sont face au micro, qui savent ce que c'est que la bienséance et la bienveillance quand ils parlent. C'est vrai. Sams Kalodia, il a animé une émission radio pendant une dizaine d'années, mais il n'a jamais manqué de forme dans sa dénonciation. Pourquoi vous ne voulez pas transmettre ces valeurs à cette jeunesse qui est en train de monter? Voici mon premier niveau. Mon deuxième problème à ce niveau. Allez-y rapidement. Le balai citoyen aurait dû reconnaître que, franchement, notre élément a manqué de forme. Et nous présentons nos excuses. Kamau ne serait pas allé devant la justice. Parce qu'on aurait compris. Alors, troisième niveau, c'est au niveau du média même qui a prêté le flanc pour que ces propos sortent. Alors, nous sommes tous des journalistes, nous avons tous animé des émissions. La question que je vais poser aux médias, est-ce que Kamau avait le meilleur profil pour traiter de cette question? Quand vous voulez commenter un match très important des étalons, vous n'appelez pas le boutiquier du quartier qui n'a jamais suivi un match de football. Vous appelez un ancien entraîneur, quelqu'un qui sait lire le match, pour venir donner tous les éléments d'information qui vont permettre aux supporters de regarder le match et de le comprendre. Quand il y a une intempérie, à qui vous tendez votre micro pour expliquer la poussière? Au météorologue? Ce n'est pas au garagiste du quartier pour qu'il explique? Ou bien c'est parce que c'est en politique que tout le monde peut venir parler du discours du président. Je regrette, il y a des analystes politiques. Et Kamau n'est pas venu sur le plateau en tant qu'analyste politique. Il est venu en tant que balai citoyen. Je regrette, mais si j'étais son rédacteur en chef de l'émission, si j'étais le producteur de l'émission, il n'avait pas le meilleur profil pour venir disséquer le discours du président de la République. Voici déjà où nous en sommes. D'accord. Et là, permettez qu'on s'exprime bien parce que sinon... Oui, on n'est plus pas de temps. Il faut qu'on avance. J'ai parlé ici des Burkinabés. Allez-y. Voilà, donc dans le même sens, c'est ce que M. Tankwano disait. Hein, les Burkinabés, il faut qu'on sache à un certain moment. Alors, les deux autres procès. Voilà, les deux autres procès. Le procès Guiro, bon, écoutez, moi je veux seulement que le procès Guiro fasse ressortir un système, parce qu'il était le DG d'une institution. Vous savez, aujourd'hui au Burkina Faso, et quand tu entres à la douane avec un niveau CEP, certificat d'études primaires, c'est-à-dire à partir du CM2, au bout de 5 ans, tu peux construire un R+1. Moi, je veux que le procès parle de ça. Parce que si nous ne faisons pas attention, la prochaine crise sociale va naître de ce secteur. Parce que ce secteur-là, il y a beaucoup de choses à dire dessus. Donc, étant le premier responsable d'une institution telle que la douane à cette époque, 2 milliards, il y a des petits douaniers qui ont ça sous leur lit. Hein. Voilà. Donc, moi, je voudrais que le procès permette à M. Guiro, parce que là, j'ai l'impression qu'on s'entête sur sa personne, que le procès permette à M. Guiro de dénoncer un système qu'on va radicalement couper comme un cancer au sein de l'institution. D'accord. Voilà. Alors, il reste le procès d'Abou Boukari. On a tous souffert à l'université à cause de ça. Hein. Moi, je vous dis aujourd'hui, je souffre de sinusite et d'asthme du fait des gaz lacrymogènes qu'on nous a
tu es là dans la chambre et puis un gaz tombe, le temps d'ouvrir la porte, il ne sait pas. Moi, j'en souffre personnellement. C'est pour dire que nous avons tous lutté pour que cette lumière soit. Et quand j'ai appris comment d'abord été tué, où il a été enterré, comment il a été enterré, ça a été une catharsis vraiment pour moi. Je me suis senti soulagé. J'ai dit, enfin, la famille va pouvoir faire le deuil de son enfant. Et c'est de ça qu'on a besoin au Burkina Faso pour parler de réconciliation. Et je crois que la famille de Dabo Boukari, aujourd'hui, a toutes les raisons pour aller en chantonnant à la réconciliation, parce qu'au moins, ils ont pu faire le deuil de leur défunt. D'accord. Jusqu'il y a des familles qui ne savent pas où leur enfant était enterré. D'accord. Et pour terminer, j'ai dit, le général dirait le pauvre, mais il va assumer, puisque c'est le seul qui est là qu'on peut indexer. Sinon, on aurait aimé que les autistes et les Magloires soient vivants. Mais même morts, on pouvait les condamner. Pourquoi ça n'a pas été fait? Donc j'ai eu l'impression, mais on a vu en Europe où on va enchaîner les tombes des prisonniers qu'on a condamnés. Voilà. D'accord. Voilà. Et je regrette qu'il n'y ait pas eu de nom de civils. Je regrette que dans ce procès, il n'y a que eu des militaires. Alors que l'on est parti du cabinet de la présidente. Vous avez Yougoubaré. Vous avez Yougoubaré Magloire qui est un civil qui a été condamné. Qui n'est pas Bon, merci beaucoup. Donc, je crois que, moi, je crois que c'est à l'avantage de Damiba. Il faut qu'il fasse ainsi pour tous les crimes qui se présentent comme étant un lourd plomb dans les pieds de la réconciliation. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Alors, il nous reste 5 minutes. On va les partager entre M. Tankwano et M. Abraham Badoul. Très rapidement. Ok, très rapidement. Moi, j'avais fait une option de ne pas commenter une décision de justice. Mais bon, la forme, au moins, je vais dire un mot. Bon, je prends le procès de Dabo Boukari. Ça fait 32 ans après. Voilà. Et la famille a demandé un franc symbolique, je crois. Voilà. Ce qui se passe, Djengere a 20 ans, l'autre a 7 ans, Bamba. Le lieutenant-colonel Bamba, oui. Et puis Magloire, lui, n'est pas là. Bon, je vais dire que seulement ça a mis du temps, quoi, en fait. À part ça, bon. Tu sais, moi, finalement, la justice classique, là, je commence à ne pas comprendre ou même certainement faire confiance parce que ça met du temps. Je reviens maintenant sur l'affaire Giro. Moi, j'étais à la télévision nationale en tant que reporter. En 2012, j'étais avec Luc Adolphe Thiaw, qui était à l'époque Premier ministre en 2012. Et nous étions à Diapaga quand l'affaire a éclaboussé, où Luc est sorti, il était énervé. Il a dit, mais comment dans un pays comme le Burkina Faso, un individu peut détenir 2 milliards chez lui à la maison? Lui, il ne comprend pas. Et que ça, il va sévir. Donc, 12 ans, et combien d'années après? 2012, nous sommes à combien? 2022, 10 ans. Ça fait déjà 10 ans. Luc même se bataille pour retourner à l'Assemblée nationale après avoir quitté le pays et tout ça. Vous voyez, moi, c'est à ce niveau, en fait. C'est à ce niveau que parfois, quand tu regardes, puisque l'autre l'a dit ici, 2 milliards, personne n'a dit qui a perdu de l'argent, non? Est-ce que l'État burkinabé avait perdu de l'argent dans ses caisses? On dit non. Mais maintenant, comment lui, il avait 2 milliards chez lui? Personne n'a dit non, bon, moi j'ai perdu de l'argent chez moi. Vous voyez, c'est des choses comme ça. Et en 2015, quand on l'avait blanchi, je pense qu'il s'est fait même élire conseiller dans son village. Donc vous voyez, en matière de justice, là, il y a des choses qu'on ne comprend pas, mais on fait confiance, quoi. Voilà. Puisqu'on n'a pris pas le temps. Mais Kamao, ça c'est... Très rapidement. Voilà. Bon, après avoir fait quand même quelques jours là-bas aussi, effectivement, je plaide vraiment à une clémence pour Kamao, parce que ce n'est pas facile. Mais c'est aussi lié, Nikima l'a très bien dit. C'est lié à ça, par rapport à sa communication. C'était la 2e fois même sur Omega. Vous savez, il y a des propos qu'on ne tient pas. Voilà, il y a des propos qu'on ne tient pas. Il a tenu, il y a eu des problèmes. Il faut reconnaître quand tu as tort. La justice est flexible, quoi. D'accord, merci beaucoup. Vraiment, je demande une clémence. Oui, monsieur Badolo, très rapidement. Je commence par l'affaire Kamao. Moi, j'en appelle vraiment à la clémence de la justice pour que quand même il puisse recouvrir la liberté et pouvoir aller quand même poursuivre ses études. Maintenant, pour revenir également sur l'affaire Guiro, moi je pense que c'est une honte et une perte de temps. Quelque chose qui a été jugé, le monsieur a été blanchi, on revient là-dessus, on ne trouve pas l'argent. Il est important que la justice nous dise où ils ont mis l'argent. Parce que c'est important. 2 milliards ne peut pas se volatiliser sans qu'on ait des traces. Donc, pour terminer par l'affaire Dabo Boukari, en fait, c'est un gros ouf pour le peuple burkinabé. Je pense que maintenant, les choses sont claires, la famille quand même va pouvoir faire son deuil. Mais moi, je pense que 20 ans, en fait, on a l'impression que j'ai vraiment de la peine pour le général Djengere. Parce que c'est le seul qui a décidé de rester au Burkina Faso, c'est le seul qui a décidé de s'assumer, mais c'est le seul qui perd toujours, qui perd toujours le lourd. Moi, je pense que 20 ans,
c'est trop à mon avis. Ayant suivi quand même le procès, je pense qu'on a le général à 20 ans, c'est trop parce qu'on n'a pas réussi à démontrer son implication réelle dans le procès. Ayant suivi le procès, je dis. D'accord. Et ça, c'est mon analyse personnelle. Et je dirais également que on a l'impression que la justice commence à faire peur. Mais quand vous êtes présent, quand les condamnations, c'est vous qui subissez. Et ça commence à devenir très inquiétant. Et ne soyez pas étonné que d'autres Burkinabés puissent être amenés quand même à essayer de se soustraire à cette justice. D'accord. Et je dirais pour terminer que vraiment, il faut encourager le président Damiba à évacuer les autres dossiers pendant en cours pour que nous puissions vraiment aller vers cette réconciliation. Parce qu'on a l'impression que ce sont ces dossiers qui ont pourri même l'existence même de notre nation pendant plusieurs années. Et il faut aller vraiment très vite en cela. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Allez, mesdames, messieurs, c'est ici que l'on s'arrête pour cette émission du jour. Allez, vous avez suivi nos chroniqueurs, M. Abraham Badolo, M. Marcel Tankwano, le Dr Maxime Kaboré, M. Damien Raphaël Nikema et M. Abdul Karim Bariam du Lota. On se donnera rendez-vous une très prochaine fois en tout cas. On ne sait pas, mais portez-vous bien et restez bien scotchés sur la chaîne africaine de télévision. Au revoir.